Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 24 mai. À la une ce soir, la cérémonie de prestation de serment du médiateur de la République, Adama Toungara, a prêté serment ce jeudi en présence du chef de l'État. Le point de la cérémonie dans ce 20 h. À suivre, le lancement des examens à grand tirage. Plus d'1 million de candidats concernés. Les examens démarrent le 5 juin prochain avec les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires. Et ce soir, votre rendez-vous de tous les jeudis, le dossier politique qui porte sur le financement des partis politiques. Pourquoi le législateur leur accorde-t-il un financement? Des interrogations, mais aussi des réponses dans ce 20 h. Dans ce 20 h également, on ira au Ghana où le président de la Fédération de football a été arrêté hier à son arrivée au Ghana où il fait l'objet d'accusations de fraude et de corruption. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, la prestation de serment du nouveau médiateur de la République, Adama Toungara, a prêté serment ce jeudi au palais présidentiel devant le Conseil constitutionnel. C'était aussi en présence du chef de l'État. Le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Il s'engage à bien et fidèlement remplir sa fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution. C'est en ces termes que Adama Toungara, devant le Conseil constitutionnel, a prêté serment ce jeudi en sa qualité de médiateur de la République, en présence du président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs autres personnalités. Dans sa nouvelle fonction, Adama Toungara doit surtout œuvrer à la préservation de la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire. Votre pondération et votre capacité d'écoute seront vos meilleurs alliés dans cette fonction de médiateur qui fait de vous un artisan de paix. Car, ne l'oublions jamais, votre mission est d'assurer, aux côtés de la justice et de l'administration, la concorde et la cohésion au sein des populations. C'est à vous que revient la délicate mission de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux autres institutions et structures de l'État, les différends de toute nature, opposant aussi bien l'administration publique aux administrés, les communautés entre elles ou à des tiers, et les personnes physiques ou morales aux communautés. Au terme de la cérémonie qui s'est déroulée à la salle des pas perdus du palais présidentiel, le médiateur de la République a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance sans cesse renouvelée à son égard. Je viens de prêter serment. C'est pour moi donc l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la grande confiance, la fraternité, l'amitié qu'il me fait en me nommant à la tête de cette prestigieuse institution de notre pays. La médiation est une nécessité. C'est une nécessité pour apaiser le cœur, pour réduire le conflit et créer la stabilité, la paix, absolument essentielle à la croissance économique. C'est ce que le président Ouattara nous apprend. Comme médiateur de la République, Adama Toungara succède à Ngolo Coulibaly, qui préside aujourd'hui aux destinées de la haute autorité de la bonne gouvernance. Voilà, c'était là le résumé de la cérémonie de prestation de serment du nouveau médiateur de la République avec Jérôme Kofi Aboulé. Après la prestation de serment, place à la passation de charge. Ngolo Coulibaly, président sortant, a passé le flambeau à Adama Toungara, nouveau médiateur de la République. La passation de charge a eu lieu en présence de Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République. Signature
du mémorandum d'entente entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président de la commission de la CEDEAO. Cette signature s'inscrit dans le cadre du fonctionnement du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, un centre désormais opérationnel en Côte d'Ivoire depuis ce jeudi. Et justement, le Centre national d'alerte précoce a été inauguré en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. On fait le point avec Herman Guivet. Les menaces à la sécurité humaine sont de plusieurs ordres: crimes et criminalité, terrorisme, pandémie, épidémie, changement climatique, sécurité alimentaire, sécheresse, conflits fonciers. Pour prévenir ces menaces et y répondre efficacement, la mise sur pied de centres nationaux de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Stratégie mise en place par la CEDEAO. Pour sa phase pilote, 5 États membres, le Burkina Faso, le Mali, le Libéria, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire sont sélectionnés et Abidjan ouvre officiellement son centre en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Au niveau régional, les échanges permanents d'informations entre les centres nationaux des différents pays et le centre de la CEDEAO permettront d'anticiper le déclenchement des crises en y apportant les corrections. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, partenaire technique et financier du programme, salue cette mise en commun des efforts engagés par les différents gouvernements de la CEDEAO dans la protection de leur population. Un appui considérable et la partie ivoirienne, elle, assumera pleinement ses responsabilités. À travers la sécurité humaine, nouveau concept de la sécurité dite traditionnelle, le gouvernement ivoirien entend assurer le bien-être du citoyen en garantissant son épanouissement, ses droits fondamentaux, l'équilibre de son environnement, sa santé. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a compris le bien fondé de ce mécanisme et a décidé de créer, par décret numéro 2016-122 du 2 mars 2016, le Centre de la Côte d'Ivoire, placé sous la tutelle du Premier ministre qui en assure la présidence du Conseil statutaire. J'invite le directeur du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce et son équipe à hisser les activités du centre au-delà du niveau attendu, afin de répondre aux nombreuses préoccupations des populations, notamment en matière de paix et de sécurité. Des consignes bien reçues par le premier responsable du centre ivoirien. C'est une mission qui est difficile mais pas impossible parce que j'ai avec moi des experts dans les différents domaines. On a une priorité, mettre les populations à l'abri du danger, de la peur et des besoins. Inauguration du centre, dévoilement de la plaquette, visioconférence, remise de matériel roulant et d'équipement. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce ivoirien est désormais totalement opérationnel. Et puis cette rencontre sous-régionale d'échange d'expériences et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente. Pendant 2 jours, des experts des 5 pays membres vont mutualiser leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, nous dit Abou Sanogo. Une rencontre d'échange d'expériences et d'analyse sur la situation sécuritaire dans l'espace Entente. Les experts des pays du Conseil de l'Entente mutualisent leurs connaissances en vue de parvenir à une meilleure compréhension de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. Il s'agit donc pour eux de partager les expériences et les analyses dans le domaine de l'extrémisme violent en permettant à d'autres États de prendre conscience de la nécessité d'investir dans la prévention de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent est un fléau aujourd'hui qui est une réalité pour nos États. Et nous le vivons, d'autant plus que plusieurs actes violents ont fait déjà beaucoup de victimes dans ces États. Les foyers d'extrémisme, les foyers de radicalisation ne naissent pas ailleurs, ils naissent au sein des sociétés. C'est donc le bienvenu que les experts des différents États puissent se retrouver
réfléchir et faire l'état des lieux. Cette rencontre sous-régionale d'échange et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente vient établir un dialogue entre les chercheurs, les experts et les acteurs de l'espace Entente. Il est admis aujourd'hui que la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ne peut pas être seulement sécuritaire. Il faut aussi prendre d'autres dimensions politiques, économiques, sociologiques. C'est proposer effectivement des réponses mutualisantes et c'est au bout du compte essayer de gagner la guerre contre une lutte extrêmement difficile à gagner. La mutualisation des efforts, elle est non seulement internationale, mais elle est aussi interprofessionnelle, elle est entre le gouvernement et la société civile. Elle est une approche globale. Essayer de comprendre ce qui se passe avec ces mouvements extrêmes. À l'issue des travaux qui vont s'étendre sur 2 jours, les recommandations visant à renforcer l'approche de prévention de l'extrémisme violent dans la zone seront formulées à l'intention du Conseil de l'Entente et des États membres. Cette réunion est organisée par le Conseil de l'Entente en partenariat avec le bureau de Dakar de l'Institut de sécurité et le département fédéral des affaires étrangères de Suisse. La Corée du Sud et les pays africains renforcent leur coopération économique. C'était au cours d'un forum en marge des assemblées annuelles de la BAD. Le forum vise à offrir aux participants la possibilité de développer des projets conjoints et de permettre aux entreprises du secteur privé de coopérer. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux en Corée du Sud, Cheikh Koné et Mboa Hervé. Comment le continent africain pourra-t-il se tenir prêt à faire face à la 4e révolution industrielle, alors même qu'il n'a pas entamé la majorité des chantiers des révolutions industrielles précédentes? Ils étaient plus de 4000 participants des pays membres de la Banque africaine de développement, BAD, à se pencher sur cette problématique. Des décideurs publics et des entrepreneurs venus des 4 coins du monde. Jusqu'ici, l'Afrique a fonctionné en marchant en quelque sorte sur la tête. La logique de fonctionnement des pays qui fonctionnent, c'est une logique endogène et c'est bâti sur une industrialisation. Et donc une économie normale, quand on voit les pays développés, ça s'est toujours structuré autour d'une colonne vertébrale et l'industrialisation est au cœur de sa stratégie. Si la première révolution industrielle s'est appuyée sur l'eau et la vapeur pour mécaniser la production, la 4e révolution se caractérise plutôt par une fusion des technologies dont la plus visible reste la révolution numérique. Une chance au service des économies africaines pour accélérer leur développement. Nous avons assisté à des exposés intéressants qui indiquent comment l'Afrique peut se servir de l'intelligence artificielle pour progresser plus rapidement dans son industrialisation. Ils ont présenté des exemples de projets dans différents domaines, énergie, parcs industriels, agriculture, mais également de petits projets créateurs d'emplois qui vont permettre à l'Afrique d'aller plus vite. C'est autant d'enseignements dont nous allons nous saisir et que nous allons partager. Lancée en 2006 en tant que plateforme pour mener des initiatives coréennes pour le développement en Afrique, la COAFEC s'intéresse à des projets d'investissement dans les domaines tels que les infrastructures, les technologies, l'agriculture et l'énergie. Ici, cap sur l'Assemblée nationale avec cette information du président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Il explique que certaines maladies, dont les AVC, sont aussi causées par le changement climatique. Dr Aka Florent Pierre était l'invité de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement à l'hémicycle. Il a exposé sur le changement climatique et ses conséquences sur la santé. On ouvre maintenant le chapitre politique avec le rendez-vous de tous les jeudis, le dossier politique qui porte ce soir sur le financement des partis politiques. Pourquoi le législateur leur accorde-t-il un financement? Quelles dispositions légales entourent cette mesure? Élément de réponse dans le dossier politique de ce soir, signé Alexis Ouedraogo. Meeting, campagne, mobilisation de masse, faire fonctionner un parti politique coûte cher. Les financements par les cotisations, ces financements-là sont limités.
il y a peut-être des gens qui peuvent avoir des fonds qui n'ont pas de base souvent saine. Ça existe. Le législateur a estimé qu'il fallait accorder une subvention donc, à ces acteurs, à ces partis politiques-là, pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle pour l'équilibre social et national. Comment ces partis parviennent-ils à faire face à leurs obligations? D'où proviennent leurs financements? Nous avons promené nos caméras pour avoir des réponses. Le docteur César Flan-Moquet est politologue. Il est le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, CIRPA. Ce matin, nous le rencontrons à ses bureaux à Angré. Les partis politiques ont besoin d'argent pour financer leur campagne électorale, mais pour couvrir également les charges quotidiennes. Le financement interne s'apparente par exemple à la cotisation des membres, également au fait que les partis politiques peuvent prélever sur les revenus de leurs élus ou de leurs fonctionnaires qui occupent des positions dans l'administration, un certain taux de sorte à financer le parti politique. À côté de cela, il y a le financement externe qui renvoie aux dons. Donc les partis politiques peuvent bénéficier de dons. Et à côté de ces dons, il y a également le financement des partis politiques par l'État, ce qu'on appelle le financement sur fonds publics. Pour encadrer le financement des partis politiques, la Côte d'Ivoire a opté pour un financement public. L'article 3 de la loi 2004-494 stipule qu'1 millième du budget de l'État y est affecté. Livrons-nous à un petit exercice de mathématiques. Le budget de l'année 2017 est de 6 500,4 milliards de francs CFA. Le millième de ce montant qui doit être partagé selon la loi est de 6 500 millions de francs CFA. Pour mieux cerner ces textes, nous avons rencontré à l'Assemblée nationale le député Innocent Youté de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Les partis politiques, je sais, il doit y en avoir plus d'une centaine en Côte d'Ivoire. Bon, il y en a qui participent vraiment au jeu démocratique, qui participent à la vie de la nation, mais il y en a également qui existent que de nom. Il ne faudrait pas non plus que sur la base donc, de cette subvention, que cela devienne une rente aussi pour un certain nombre de personnes. Pour bénéficier de cette subvention, il existe 2 critères cumulatifs. Les résultats aux élections législatives pour ceux qui ont présenté des candidats ayant obtenu au moins 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions et le nombre de parlementaires siégeants. Même le parti au pouvoir, c'est bien aussi qu'il soit financé. Ce n'est pas seulement une question de... Les gens ont l'impression que c'est un arrangement entre, disons, l'exécutif, disons, c'est un jeu pour distraire les finances publiques. Ce n'est pas vrai. Ça participe réellement de la promotion de la démocratie. Un parti politique bien financé, c'est-à-dire qui est à son autonomie par le biais de ce financement, peut même arriver à constituer, n'est-ce pas, j'allais dire une barrière contre des dérives. Exclus de ce partage, les partis sans élus ou peu connus comme le RDP, le Rassemblement pour la démocratie et la paix. Depuis la naissance de la formation, Blé Madeleine s'appuie sur ses ressources propres pour alimenter le parti. Un parti politique, ou du moins, ne peut jamais avancer tant qu'on n'a pas les moyens. Il faudrait que ce texte, pour moi, soit nuancé. Et je crois que ce sera normal et éviter qu'il y ait 2 types de classes. Une classe des pauvres et une classe des riches. Le RDR, lui, outre le financement public, affirme miser sur le financement interne, notamment les cotisations des cadres du parti. Au RDR, nous sommes très organisés. Les cadres cotisent. La preuve en est, je viens d'acheter ma carte de militante RDR à 50 000 francs. Et à tous les niveaux, il y a des cotisations. Dans l'opposition au Front populaire ivoirien, si les cotisations des membres contribuent à faire fonctionner le parti, ces fonds internes restent faibles face aux charges. D'autant plus que le parti qui n'a pas pris part aux dernières échéances électorales est exclu du partage. Il y a un hiatus entre les résultats électoraux et, je dirais, la présence réelle du parti sur le terrain. Malheureusement, ce sont les résultats électoraux qui servent de critères d'appréciation. À telle enseigne qu'un parti comme le Front populaire ivoirien, qui existe réellement sur le terrain, qui participe à la vie politique nationale, qui est, je dirais même aujourd'hui, le symbole et l'étendard de l'opposition, n'a pas de financement. Il invite à la prise de mesures exceptionnelles. Je lance véritablement un appel au gouvernement pour qu'on remette en place des financements exceptionnels dont ont bénéficié les partis politiques de l'opposition
en 2005 et 2006. Toutefois, des critiques s'élèvent contre ces financements octroyés aux partis par la loi. Pour certains, cet argent pourrait servir à financer l'emploi, le développement économique ou encore la protection sociale. Je ne vois pas trop l'importance parce que c'est comme une entreprise. Quand quelqu'un se décide de créer une entreprise, je pense qu'elle a les moyens de sa politique. Ça peut être une très bonne chose, mais tout dépend de l'honnêteté, de la clarté. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la suite, il y ait des petits détournements de fonds où des gens profitent pour s'offrir, je sais pas, des vies formidables. Selon l'ONG Transparency International, en matière de financement des partis, il reste préférable que les États encadrent les financements publics et privés en plafonnant les dépenses, en limitant les contributions et en œuvrant à plus de transparence. Voilà, c'était là votre dossier politique sur le financement des partis politiques, dossier signé ce soir, Alexis Ouedraogo. Toujours au chapitre politique, le mouvement Jeunesse Amadou Gon Coulibaly rend hommage au président Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement. La coordination de Dabou a effectué sa grande rentrée politique dans le village de Toupa pour réaffirmer son soutien au chef de l'État. Les détails avec Abou Sanogo. Toupa, localité de Dabou dans la région des Grands Ponts. Ambiance des grands jours à l'occasion de la rentrée politique du mouvement Jeunesse Amadou Gon Coulibaly Côte d'Ivoire. Coordination des Grands Ponts. Un grand rassemblement de la jeunesse du Léboutou pour saluer et féliciter le président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement et ses efforts en faveur du parti unifié. Le président de la République est un agent de développement. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc il est important que la jeunesse se mette ensemble pour soutenir toutes les actions de développement du président de la République, à travers son chef de gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une rentrée politique du mouvement Amadou Gon Coulibaly Côte d'Ivoire, dont la vocation est de faire la promotion des actions du chef de l'État et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été donc une occasion pour appeler les filles et fils du Léboutou à l'union et à la cohésion autour du président de la République, Alassane Ouattara. On a une chance d'avoir un grand leader. Alors j'ai dit au cadre de Léboutou de s'unir, de faire confiance au président de la République. L'union fait la force. Ensemble, nous réussirons. Donc il faut mieux se mettre tous au RHDP et puis nous avancerons avec lui. M. Alassane Ouattara est notre mentor. Tout ce qu'il prend comme initiative, c'est dans l'intérêt supérieur des jeunes de la Côte d'Ivoire. Alors, quand il parle de RHDP, c'est pour notre bien, c'est pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Parrain de la rentrée politique, Célestin Kouala a encouragé les jeunes du Léboutou pour l'initiative. Pour lui, le RHDP est une bonne opportunité pour la Côte d'Ivoire. Il a également invité les jeunes à participer à la révision de la liste électorale. Quand on porte un illustre nom comme celui d'Amadou Gon Coulibaly comme parrain, eh bien, il faut être sérieux parce que c'est d'abord et avant tout un modèle. Le RHDP est une occasion extraordinaire pour réunir à travers un seul parti politique toutes les régions de notre pays. C'est pour cela que nous sommes le porte-voix de cette jeunesse qui demande, n'est-ce pas, à son Excellence le Premier ministre et au Président de la République, n'est-ce pas, de fixer dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, les dates de mise en œuvre à travers un congrès de ce RHDP-là. Nous avons profité naturellement de cette tribune pour demander au nouveau majeur de poser cet acte citoyen, n'est-ce pas, en s'inscrivant massivement sur les listes électorales. Célestin Kouala a, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, offert la somme de 1 million de francs CFA pour la réhabilitation de l'école primaire publique de Toupa. Prestations artistiques et démonstrations de karaté ont meublé cette cérémonie. Un mot d'éducation avec le lancement des examens à grand tirage. Ce sont 1 214 831 candidats qui vont composer. Ces examens démarrent le 5 juin prochain. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a fait l'annonce ce jeudi à Alépé. Le point avec Sephora Zegui. Les examens à grand tirage débuteront cette année le mardi 5 juin avec l'épreuve du CEPE. Au niveau du brevet d'études du premier cycle BEPC, les épreuves orales auront lieu du 6 au 9 juin prochain. Les épreuves écrites, quant à elles, subiront quelques réaménagements. Si la nuit du destin a lieu du dimanche 10 au lundi 11 juin, lundi et vendredi sont jours fériés, alors les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 14 juin.
Si la nuit du destin a lieu du 10 au 11 juin, lundi et jeudi étant fériés, les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 15 juin prochains. Les épreuves orales du baccalauréat se tiendront du 2 au 6 juillet 2018 pour finir avec les épreuves écrites du 19 au 29 juillet. Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours, en plus de ces changements, annonce de nouvelles dispositions. Les relevés de notes au BEPC seront à leur tour imprimés, comme cela se fait déjà au CEP. Les vacations jusque-là remplies manuellement par les secrétariats seront désormais pré-remplies et éditées en ligne pour les épreuves orales. Selon Kandia Kamara, l'année scolaire s'achève sans dommages majeurs, malgré les arrêts de cours observés sur l'ensemble du territoire national en décembre dernier. Au titre des mesures de lutte contre la fraude, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a signé un arrêté le 6 avril dernier. Pour elle, finit la phase de sensibilisation, place maintenant aux sanctions. Des mesures vigoureuses s'imposent désormais pour juguler ce fléau pernicieux qu'est la fraude. La fraude au téléphone portable ou autres supports connectés, nous n'en voulons pas. Les examens et concours de Côte d'Ivoire doivent être protégés de cette hydre qui a commencé à envahir nos centres. Désormais, c'est la tolérance zéro. 1 214 831 candidats vont à l'assaut des examens scolaires session 2018. 534 744 pour le CEPE, 400 326 pour le BPC, 23 285 pour le test d'orientation et 256 476 candidats pour le baccalauréat. C'était le reportage de Sephora Zegui commenté par Patricia Oumou-Etia. Dans l'actualité aussi, la communauté musulmane observe le jeûne du mois de Ramadan depuis 9 jours. La période rime avec solidarité et partage. À Korogo, la 7e édition de la caravane du partage a permis de faire des dons. Reportage KDR Sogodogo. 7e édition de la caravane du partage pour un bon mois de Ramadan. La communauté musulmane de Korogo est soutenue à travers du riz, du sucre et des repas chauds. Toutes choses nécessaires pour la rupture après une journée de jeûne. Grâce au couple présidentiel et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 25 tonnes de sucre, 20 tonnes de riz, plus de 10 000 repas et des dons en numéraire ont été faits à des mosquées, des associations musulmanes, des hôpitaux, à la prison de la ville. Point culminant, une distribution de kits alimentaires dans les rues de Korogo. La caravane est conduite par Lassina Ouattara, chargé de mission du président de la République. Ils m'ont dit vraiment, va servir tes parents à Korogo. Et je suis venu les servir. Vous voyez, vous avez vu comme les gens ont besoin de ça. Dieu a dit qu'il faut partager. Ceux qui n'en ont pas, donne-leur. Vraiment, je le remercie le chef de l'État et son épouse, la première dame. Un geste apprécié par les populations. Dieu dit, si tu t'as donné du moyen, il faut avoir pitié de tes frères et sœurs. Grâce à la distribution qu'il fait, il y a des gens qui arrivent à manger à leur faim. Donc on le remercie pour ça. En tant que chrétienne, je trouve ce geste parfaitement bon. Le mois de carême, c'est un temps de partage, un temps de pénitence. Franchement, il arrive à donner. Après Korogo, vont suivre les communes d'Abobo, de Koumassi et d'Atekoubé. Toujours avec la même volonté, partager pour soulager en cette période de jeûne du Ramadan. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, le président Ramaphosa offre la moitié de son salaire pour l'œuvre de Mandela. Et au Ghana, le président de la Fédération de football a été arrêté pour corruption. C'est l'actu en bref avec Olivier Iriebi et Herman Guivet. Faisant l'objet d'accusations de fraude et de corruption, le président de la Fédération de football ghanéenne, Kwesi Nyantakyi, a été arrêté hier mercredi à son arrivée à l'aéroport d'Accra, au Ghana, alors qu'il revenait d'un séjour professionnel du Maroc. Conduit au département des enquêtes criminelles où une plainte a été déposée contre lui par le chef de l'État, Nana Akufo-Addo, placé en détention puis interrogé par les enquêteurs. Kwesi Nyantakyi a été libéré sous caution en attendant la suite de cette affaire. Le chef de l'État ghanéen a ordonné son arrestation après avoir visionné quelques extraits d'un documentaire d'investigation dans lequel Kwesi Nyantakyi garantit à des hommes d'affaires un accès au président et à d'autres hauts fonctionnaires en échange d'argent.
Le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors d'une session parlementaire sur le budget de la présidence son intention de contribuer au fonds Nelson Mandela à hauteur de la moitié de son salaire. Ce fonds qui sera lancé le 18 juillet prochain à l'occasion de la commémoration des 100e anniversaire de naissance de Madiba, dénommé Nelson Mandela, Tuma Minafund. Ce fonds vise à financer les œuvres de l'icône anti-apartheid, notamment le développement des valeurs sociales, morales et humaines. En 2018, le salaire annuel de Cyril Ramaphosa a été estimé à environ 162 millions de francs CFA. Pour l'heure, la durée du don n'a pas été précisée. Les résultats de l'enquête sur le vol 17 Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu en vol dans la région de Donetsk le 17 juillet 2014, sont connus. Les enquêteurs internationaux ont conclu ce jeudi que le missile Buktelar, qui a abattu le MH17, provenait de la 53e brigade anti-aérienne basée à Kursk, en Russie. L'avion de la compagnie Malaysia Airlines avait été abattu au-dessus de l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine. À l'époque, un conflit était en cours dans cette partie est de l'Ukraine. Aucun survivant n'avait été retrouvé parmi les 283 passagers et les 15 membres de l'équipage. L'armée russe rejette toute responsabilité. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.